Africaines, Africains, en ce mardi 17 septembre 2024, je voudrais vous appeler à manifester fortement la solidarité de tous les peuples d'Afrique continentale, la solidarité de toutes les diasporas africaines envers la grande terre africaine du Mali. Pays qui est à l'avant-garde de la révolution africaine du XXIe siècle et qui par conséquent a été choisi par les terroristes, leurs maîtres néocolonialistes et impérialistes pour subir les foudres de ceux qui ont perdu et qui vont perdre définitivement l'Afrique. Ce lundi 17 septembre 2024, les informations qui nous viennent de notre terre africaine du Mali indiquent que les ennemis jurés de la souveraineté, de la dignité, de la liberté des Africains, très tôt ce matin dans la nuit, avec un couteau dans les dents, ont voulu frapper afin de laisser leur signature de terreur, d'horreur, de méchanceté et de diabolicité sur la terre africaine du Mali. Les autorités intrépides du Mali, les forces de défense et de sécurité du Mali, les FAMA, le peuple aguerri et multiséculaire, multimillénaire africain du Mali tiennent bon. La déroute des ennemis de l'Afrique et du Mali est massive et totale. Leur double tentative d'attaque sur les emprises de l'aéroport Modibo Keïta Bamako Sénou et de ses succursales militaires, et dans le camp de gendarmerie de Faladje à Bamako, se sont conclus par des sévères déculottés, qui ce soir sont un acquis supplémentaire de la révolution africaine du Mali. C'est par grappes entières que l'ennemi est cueilli et puni. Et les autorités souveraines, les forces armées maliennes, les plus aimées de tous les Africains éveillés de cette époque, les FAMA, à leur tête le président Assimi Goïta et ses compagnons du gouvernement malien, continuent de mener la barque de la grande révolution panafricaniste du XXIe siècle, dont ils sont des archontes sacrés. Je voudrais ce soir commencer par appeler chaque Africaine et chaque Africain présent sur cette terre des hommes à marquer d'un message de solidarité appuyé son soutien au peuple africain du Mali, à l'armée africaine du Mali, aux autorités africaines panafricanistes du Mali, à leur tête le président Assimi Goïta, pour le calme, la sérénité et la détermination dont ils font tous preuve devant l'adversité redoublée, décuplée et endiablée. Que chacun, en sa position sur cette planète, fasse un acte qui montre qu'il sait que ce qui se joue au Mali, ce qui se joue dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel, ce qui se joue dans la bataille de la souveraineté africaine du XXIe siècle, eh bien, c'est le destin de tous les hommes et les femmes africains de cette planète. Ce soir, je vous propose un programme en 2 moments. Je voudrais analyser la signification et la portée de cette énième attaque terroriste contre le Mali en ce 17 septembre 2024. Et dans un deuxième moment, je voudrais souligner que l'Afrique des libertés observe avec beaucoup d'intérêt les événements politiques qui se succèdent en France, car au moment où le Mali est attaqué, en France, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République, la commission
eh bien, des lois de l'Assemblée nationale viennent d'obtenir une victoire symbolique d'étape importante. À la majorité des votes, elle a obtenu que la proposition de destitution du président de la République actuelle de la France, Emmanuel Macron, soit examinée et débattue au Parlement français. Il n'y a pas de hasard. La corrélation entre les deux événements sera éclairée. Car, en effet, c'est dans sa lutte contre le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, que le Mali est confronté à l'agressivité de l'alliance qui a organisé le saccage de la Libye en association avec les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Cette alliance s'appelle l'OTAN. En 2011, nul n'a oublié qu'à sa tête Barack Hussein Obama des États-Unis, Nicolas Stéphane Paul Sarkozy de Nagui Bokcha pour la France, David Cameron pour la Grande-Bretagne, ont sévi, massacré des centaines de milliers de Libyens. En association avec ces organisations terroristes, ils ont organisé l'invasion du Sahel afin d'imposer aux peuples africains du Sahel leur base militaire de l'OTAN et ainsi continuer à contrôler les richesses faramineuses de l'Afrique. Celle convoitée du Liptako Gourma, celle convoitée du golfe de Guinée, celle convoitée du bassin du Congo, celle convoitée du Mozambique, poumon gazier, et bien sûr celle de l'Afrique australe, de l'Afrique du Sud, pays de l'or. Voilà le programme et je vous demande, mes chers amis, des réseaux sociaux de bien vouloir protéger cette émission en 2 points. 1. La résistance malienne, africaine, panafricaine. Et 2. La démarche parlementaire de destitution d'Emmanuel Macron, dictateur français, qui a eu lieu le même jour que l'attaque sévère des terroristes armés par les impérialistes et les néocolonialistes au Mali. C'était le 17 septembre. 2 événements à 6000 km de distance l'un de l'autre, mais qui sont interconnectés sur le plan de l'analyse géopolitique, géostratégique. Je vais le montrer. Alors, je vous prie de penser à partager massivement cette émission. Hier, vous étiez 35 000 à suivre notre contribution. La veille, vous étiez 35 000 aussi. Ceux qui aspirent ici, en terre de France, de nous empêcher de parler à notre peuple, obtiennent exactement l'effet contraire. Et ils continueront à récolter les effets contraires de leurs espérances. Car l'heure de l'Afrique a sonné. Elle n'a pas sonné simplement en Afrique, elle a sonné dans le monde. Elle a sonné dans le cosmos, elle a sonné dans l'univers infini. Sur le plan de la justice cosmique, Africa is back. Ce n'est pas un hasard si 2 puissances africaines vont pouvoir entrer au Conseil de sécurité et l'Afrique se battra pour avoir droit de veto, comme les États-Unis en ont un, comme la Grande-Bretagne qui n'a même pas la taille d'un grand pays africain en a un, comme la France qui n'a même pas la taille d'un grand pays africain en a un. L'Afrique va avoir son droit de veto en ce 21e siècle aux Nations Unies, ou alors les Nations Unies ne seront plus. C'est notre siècle. C'est le siècle de la rétribution. C'est le siècle de la récompense. C'est le siècle du rééquilibrage des forces cosmiques. C'est le siècle de justice et de vérité. C'est le siècle de la Maat. Qu'ils montent ou qu'ils descendent, ils courent dans un sac. Ceux qui y croient et qui rêvent de pouvoir à nouveau coloniser, néocoloniser, impérialiser, embastiller, capturer les Africains, comme ils l'ont fait ces 600 dernières années. C'est terminé.
L'Afrique vache à lait de l'Occident, c'est terminé. L'Afrique vache à lait du Moyen-Orient, c'est terminé. L'Afrique esclave des dictateurs africains corrompus, c'est terminé. Ils vont être progressivement gommés les uns après les autres par la houle imparable de l'histoire. Mes chers amis, sans plus tarder, commençons par le premier sujet. Tôt ce matin, nous informent les autorités maliennes et notamment le chef d'état-major de l'armée malienne, le général Diarra, les terroristes qui, aux côtés de l'OTAN, ont attaqué en 2011 la Libye, saccagé la Libye, pillé la Libye et assassiné Kadhafi, en bonne entente avec l'OTAN, les mêmes terroristes qui attaquent et ensanglantent le Sahel depuis plus de 10 ans maintenant, ont à nouveau attaqué notre Mali bien-aimé. Le Mali dont je sors, où j'étais en vacances le mois passé. Ils ont attaqué la capitale du Mali et tenté de frapper les sites de l'aéroport Bamako-Sénou et de la gendarmerie de Faladi en tentant de créer des points de fixation qui, croyaient-ils, leur permettraient de progresser et ainsi de se rendre maître de la capitale malienne. La réaction professionnelle des forces armées maliennes a été impeccable. Et je voudrais ici faire écouter les propos du général Diarra, qui est bien mieux placé pour vous rendre compte de la situation que moi. Je les ai publiés à partir de sa déclaration sur l'ORTM, une radio-télévision qui est chère aux Africains et que nous écoutons désormais comme la prunelle de nos yeux. Le général Diarra a parlé. Et puis nous allons donner la parole pour savoir ce que le porte-parole des terroristes, lui, il a dit. Parce que là, vous allez entendre parler le porte-parole des terroristes. Et vous allez confronter les deux versions pour savoir qui attaque, une fois de plus, l'Afrique, qui attaque le Mali, et pourquoi ils échouent. Alors, d'abord, le compte rendu du général Diarra, vous entendez... A été la cible d'une attaque terroriste tôt ce matin. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est rendu sur les lieux pour constater la situation et encourager les FAMA pour leur professionnalisme à mettre les assaillants en deux routes. La situation est sous contrôle et le ratissage de la zone se poursuit. Au micro de Tamsir Diabaté, il nous livre ses premières impressions. Écoutez. Bon, ce matin, il y a eu des tentatives d'infiltration un peu complexes au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis le premier coup de feu, voilà, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, on prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc, je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer des complices, pour vraiment contrôler la situation. C'est notre travail. Nous sommes des professionnels. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc, les insertions sont en cours. On vient de voir voilà, tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait. Les évaluations vont être faites. Voilà. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettons dos à dos. Tu te dis, il faut éviter les amalgames. Si une situation se parle comme ça, la première responsabilité sont les forces armées maliennes. Personne qui est interpellée, nous prenons ces personnes, nous la mettons à la gendarmerie pour les enquêtes. Je veux dire quand même demander aux uns aux autres vraiment d'éviter les amalgames. Parce que l'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos
et dire que, voilà, essayer de stigmatiser les gens passés par là. Nous ne venons pas dans ça. Et la menace a été circoncise. Elle a été circoncise au niveau de l'école de gendarmerie ici. Les ratissages continuent. Les ratissages continuent, les recherches continuent tout autour. Et puis, dans d'autres coins. Nous allons continuer. Nous sommes des forces professionnelles. Nous savons comment faire ce travail-là. Il y a beaucoup de renseignements qui ont été déjà recueillis et ça va nous permettre de faire des enquêtes très, très approfondies et puis à renforcer et puis mettre la main vraiment sur les personnes très, très suspectes. Le combat continue. Le combat continue. Merci. Merci, mon général. Alors, voilà donc la version du chef d'état-major de l'armée malienne qui a été diffusée sur l'ORTM. Et je vous l'ai fait écouter. Alors, dans cette version, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Les autorités maliennes nous informent que l'infiltration terroriste a été correctement traitée, que l'essentiel de la horde offensive a été neutralisé. Ça, c'est le devoir des forces de défense et de sécurité de n'importe quel pays normal. Saluons une fois de plus ici les forces armées du Mali pour la qualité du travail abattu. Il y a une deuxième information qui est importante. Le chef d'état-major de l'armée du Mali, des FAMA, demande aux populations de ne pas tomber dans l'un des pièges qui a souvent été tendu par les colons aux Africains ces derniers siècles pour diviser les Africains et régner sur eux. C'est de tenter en fait de présenter les conflits comme étant des règlements de compte entre les ethnies. Le général Diarra, in fine, veut dire il ne faut pas tomber dans le piège de penser que, eh bien, il y aurait dans cette attaque l'indice d'un problème entre les ethnies sœurs, métissées, mêlées, mélangées, qui constituent notre peuple au Mali. Donc, personne ne se lève dans notre terre africaine du Mali pour indexer a priori son frère, parce qu'il est de telle ou telle ethnie, comme étant probablement lié aux terroristes. C'est l'avertissement que lance le chef d'état-major à la population pour que celle-ci, sous l'effet de la colère, ne tombe pas dans les confusions et ne commette pas des erreurs qui vont exacerber la division, ce qui est l'objectif des néocolonialistes, des impérialistes qui financent et qui arment les terroristes en Afrique. J'ai déjà donné plusieurs conférences à l'adresse des Africaines et des Africains pour leur expliquer les pièges que les néocolonialistes et les impérialistes, à travers le terrorisme, nous tendent. Je voudrais les rappeler à l'occasion de ce que le général Diarra a dit. Premier piège, ils veulent amener les Africains à s'entretuer sur des bases religieuses. Ils chercheront toujours à jeter le musulman africain contre le chrétien africain, le chrétien africain contre le musulman africain. Ils chercheront toujours à jeter le chrétien et le musulman africain contre le kamite, le traditionnaliste africain. Ils chercheront à jeter le traditionnaliste africain contre le musulman, contre le chrétien. Je vous l'ai dit, je l'ai enseigné. L'Afrique doit être prévenue et elle doit être vigilante contre la manipulation de la religion pour occasionner des divisions. Deuxième méthode que l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et le terrorisme qui est à leur service ont toujours utilisé, c'est l'opposition ethnique. Ils vont tout faire pour donner l'impression que la lutte contre le terrorisme qui est menée par l'État souverain du Mali, par les États souverains africains, est une lutte contre certaines ethnies. Ils vont essayer de mettre dans le crâne de nos populations que la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre les Touaregs, c'est la lutte contre les Peuls, c'est la lutte contre tel groupe ethnique. Il ne faut jamais tomber dans ce deuxième piège. Car en fait, c'est ainsi qu'ils ont amené les Africains à des génocides interafricains comme celui des Tutsis, au Rwanda, qui a été le fait des Hutus extrémistes, n'est-ce pas, contre leurs propres frères, et même contre des Hutus modérés. Donc, la deuxième arme qu'ils essayent systématiquement d'utiliser contre l'Afrique, c'est l'exploitation de la division ethnique. Ils vont essayer de faire passer la lutte antiterroriste comme étant la traque d'une ethnie.
Voilà pourquoi il ne faut pas traquer une ethnie. Il ne faut même pas que ce soit le réflexe de penser qu'a priori, quand mon frère est de telle ou telle ethnie, ça veut dire que c'est un ennemi. Au contraire, il faut se baser strictement sur les faits, les actes que les individus posent. Et il faut les punir pour ces faits et pour ces actes, les combattre quand ces faits et ces actes sont des délits, quand ces faits et ces actes sont des crimes. Si tu es terroriste et que tu t'attaques à notre peuple au Mali, les autorités du Mali vont te neutraliser ou t'arrêter, non pas parce que tu es Dogon, tu es Bambara, tu es Peul, tu es ceci ou tu es cela. Tu seras arrêté ou neutralisé parce que tu es terroriste. Écris ça. Il ne faut pas les laisser tribaliser et ethniciser la lutte antiterroriste, la lutte anticolonialiste, la lutte anti-impérialiste, la lutte pour la souveraineté du peuple africain. Ce n'est pas la lutte contre une de nos ethnies. Car nous sommes de toutes les ethnies. Dans notre sang d'Africains, coulent tous les sangs de l'Afrique. Nous sommes tous des Africains. Et nous sommes liés par l'histoire, liés par la communauté de destin, les uns aux autres. Que personne ne vienne nous dire, règle des comptes avec tes frères, qui seraient de telle ou telle ethnie, parce que ce sont eux qui sont a priori tes ennemis. C'est ça le fond du message du général Diarra. Pas d'amalgame. Pas d'accusation sans fondement. Pas de règlement de compte. Pas de vengeance. Mais justice. Mais sécurité. Mais fermeté contre ceux qui prennent des armes contre le peuple africain. On s'en fout de leur groupe ethnique. Tu es terroriste, tu n'es que d'une seule ethnie. Ce sont les terroristes, tu es de l'ethnie des terroristes. La lutte antiterroriste ne combat qu'une ethnie, l'ethnie des terroristes. Et les terroristes sont issus de toutes les ethnies qu'il y a sur cette terre. Car dans toutes les ethnies, il y a des êtres humains qui sont faibles face à la corruption, face à l'argent facile, qui sont faibles face, à la manipulation, qui sont des valets, des forces étrangères infectes et diaboliques qui font souffrir les Africains. Il y en a dans toutes les ethnies africaines. Donc la lutte antiterroriste n'est pas une lutte contre une ethnie. C'est une lutte contre une ethnie particulière qu'on appelle les terroristes et qui n'est pas le nom d'une ethnie africaine particulière. C'est ce que le général Diarra dit. Troisièmement, dans le message général Diarra, il y a quelque chose de fort, c'est que des mesures systématiques sont prises par les autorités pour s'assurer précisément que l'emprise sur les projets funestes de ces groupes terroristes, cette emprise va être décisive, de telle façon que la paix, la sécurité, la tranquillité des Maliens soient assurées. Je voudrais rappeler ici que dans ce monde, il n'y a pas une capitale qui soit entièrement à l'abri des attaques terroristes. Paris a été attaqué par les terroristes. Paris. Souvenez-vous des événements du 13 novembre 2015. Le grand massacre terroriste du Bataclan. Et avec toutes les forces armées françaises, ça n'a pas empêché que plus de 130 personnes soient massacrées ici en France. New York, la grande et orgueilleuse et merveilleuse métropole américaine, a été attaquée par les terroristes. Oui ou non? C'était le 11 septembre 2001. Vous n'avez pas oublié. Londres, la capitale de l'Angleterre, a été attaquée par les terroristes. Madrid, la capitale de l'Espagne, a été attaquée par les terroristes. Il n'y a pas sur cette terre une capitale qui puisse dire « ça ne m'arrive jamais, ça ne m'arrivera jamais, cela ne peut pas m'arriver ». Il faut d'abord noter cela. Par conséquent, la lutte antiterroriste, en fait, c'est une lutte de chaque instant. Il n'y aura jamais une époque où le terrorisme aura totalement disparu et où il ne sera pas nécessaire aux forces de défense et de sécurité de chaque pays de veiller. Il y aura toujours sur cette terre des hommes des gens qui veulent s'imposer par la terreur.
Donc, la lutte antiterroriste est une mission régalienne permanente de tous les États du monde. C'est important qu'on le note. Parce que parfois, on a tendance à penser que les défaites des groupes terroristes mettent fin au terrorisme. Non. Les défaites des groupes terroristes amenuisent, baissent l'intensité des attaques terroristes. Mais le terrorisme, a priori, ne disparaît jamais de l'humanité. Il y a toujours des groupes humains qui auront tendance à faire usage de la terreur pour faire avancer leur plan. Ça, nous, Africains, nous devons l'intégrer. La lutte antiterroriste fera pendant très longtemps et toujours partie des missions régaliennes de nos États. On n'aura jamais une situation de sécurité 100%. On n'aura jamais une situation de terrorisme zéro. Ça n'existe pas aux États-Unis. Ça n'existe pas en Europe. Ça n'existe pas en Asie. Même la Russie, Moscou, continue d'être attaquée. D'accord? Vous avez vous-même vu ces dernières années les attaques terroristes. Une salle de cinéma a été l'objet d'une attaque. L'année passée, si je ne m'abuse, en Russie, n'est-ce pas? Bon, la Russie est en guerre avec l'Ukraine et on sait que c'était des assaillants ukrainiens qui venaient attaquer la Russie, ou en tout cas des assaillants en relation avec l'Ukraine. Bon, enfin, même la Russie. Il n'y a pas une part... La Chine a connu des attaques terroristes. Donc, il faut que nous, Africains, nous intégrions cela dans notre culture politique, dans notre culture citoyenne, qu'il va falloir avoir un état de conscience de veille, un état de vigilance permanente contre les groupes terroristes. Il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Le terrorisme est là. Et il continuera d'être instrumentalisé par les puissances qui ne veulent pas que les Africains jouissent de leurs richesses. Mais j'ai un deuxième élément à vous faire écouter. Je ne vous montrerai pas le visage de cet individu, particulièrement nuisible pour l'Afrique. Il s'appelle Wassim Nasr ou Nassim Ouassar. C'est lui le communicant principal des organisations terroristes. Lui aussi, il est intervenu sur l'attaque terroriste de ce 17 septembre au Mali. Je voudrais que vous écoutiez ses propos et qu'on analyse ensemble. J'ai reproduit un extrait de ses propos que d'ailleurs, mon frère, eh bien, le lanceur d'alerte burkinabé Ibrahima Maïga a utilement publié sur sa page, ce qui m'a permis très facilement de reproduire l'extrait. Je salue mon frère Ibrahima Maïga. Hein? Eh bien, activiste, militant, éveilleur de conscience, vigie du Burkina Faso et de l'Afrique. Ibrahima Maïga continue ce travail. Alors, je voudrais vous faire entendre ce qu'a dit Wassim Nasr. Les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. On n'a pas la preuve en image. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Mais on n'a pas, ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Mais on n'a pas encore d'image qui prouve qu'il y a des aéronefs qui ont été brûlés. Donc voilà la situation à l'heure où on parle. Voilà. Donc ce monsieur-là qui s'appelle... Les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. Ouais. On n'a pas la preuve en image. Donc, Répétez vos propos. Il parle sur France 24. Et après le communiqué, les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. On n'a pas la preuve en image. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Mais on n'a pas, ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Mais on n'a pas encore d'image qui prouve qu'il y a des aéronefs qui ont été brûlés. Donc voilà la situation à l'heure où on parle. Donc, les djihadistes ont dit que plusieurs aéronefs ont été... Wassim Nasr, dans l'extrait que je vous fais écouter, Wassim Nasr nous dit qu'il était en contact avec les assaillants avant leur attaque et après leur attaque, puisqu'ils ont publié leur communiqué après l'attaque. Lui, il était en contact avec les assaillants de Bamako avant l'attaque. Avant que le communiqué ne soit publié, c'est-à-dire avant que l'attaque ne soit faite, Wassim Nasr, le journaliste de France 24, dont je vous ai parlé dans la conférence d'hier, en vous disant qu'il fait partie d'un trio infernal et nuisible à l'Afrique, avec le hibou de Dakar, Serge Daniel, et l'autre, le journaliste Atir Larigo, Marouane Ben Yamed, le sniffer de Paris. Je vous ai dit que ces gens-là vivent, eh bien, du commerce médiatique de la terreur africaine. Je vous ai dit ça. Hier, je vous ai donné une conférence dans laquelle je vous ai parlé de... C'était le dernier sujet de la conférence d'hier. Vous vous en souvenez ou pas? Mais vous êtes mes témoins, hein? C'est vous qui êtes les co-distributeurs des pains spirituels de la liberté. Vous êtes les membres du Festival des vérités crues. Est-ce que moi, je ne vous ai pas dit que ces trois individus
sont très clairement au cœur du système de diffusion et de propagande des actions terroristes. Je vous ai dit ça hier, et je vous ai dit de faire très attention à ce qu'ils disent. Non pas simplement attention parce que ce qu'ils disent est dangereux, mais il faut les analyser et empêcher qu'ils traumatisent inutilement nos populations. Je comprends que les autorités aient veillé à leur retirer l'audience qu'ils avaient en Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même continuer à noter ce qu'ils disent. Parce que dans ce qu'ils disent, il y a des indices intéressants. Nassim Ouassr, qui est supposé être un journaliste donc de France 24, est au courant des projets des groupes terroristes avant que ces projets soient mis en place. Il est au courant pendant qu'ils sont mis en place et il est au courant après. Il est chargé du suivi de la programmation, de la réalisation et de l'exploitation des événements terroristes. C'est ça sa vraie fonction. Pour moi, ce n'est pas un journaliste, c'est le chef de la propagande terroriste contre les peuples africains. C'est un chef de propagande. Écoutez à nouveau, parce que vous pouvez avoir été distrait pendant qu'il parle. Ouassr, donc vous étiez au courant avant, oui. On dit que plusieurs aéronefs ont été brûlés. On n'a pas la preuve en image. Donc ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué. Donc lui, il est au courant. Il est en contact avec ceux qui attaquent le Mali avant leur communiqué et après leur communiqué. C'est-à-dire qu'il fait partie du QG qui réfléchit aux attaques terroristes. Et il écrit d'ailleurs cela dans son post publié sur Twitter. Qu'est-ce qu'il a dit là? Mais on n'a pas, ça m'a été dit avant le communiqué et après le communiqué, mais on n'a pas encore d'image qui prouve. Il dit, selon source propre, Wassim Nasr écrit ceci. Mali, selon source propre, l'attaque a été préparée de longue date. Elle est toujours en cours. La capitale est dans le viseur. Ce n'est peut-être qu'un début. Selon les contacts avec les assaillants, plusieurs morts à l'école et des aéronefs ont été incendiés à l'aéroport. Ça, c'est ce que dit Wassim Nasr. Vous entendez? Un journaliste de France 24 qui est en relation intime avec les groupes terroristes, qui sait longtemps avant qu'ils attaquent, qu'ils vont attaquer, qui suit l'évolution de leur attaque et qui s'occupe de propager les échos de leur attaque. Le comportement de Wassim Nasr ne vient-il pas vous confirmer que c'est une attaque profitable au néocolonialisme? Le comportement de Wassim Nasr ne vient-il pas vous confirmer que l'attaque qu'a subie aujourd'hui encore le Mali est une attaque qui est de la même nature que celle que la Libye a subie en 2011? Lorsque Nicolas Sarkozy, pour le compte de la France, Obama, pour le compte des États-Unis, Cameron, pour le compte de la Grande-Bretagne, associés dans l'OTAN, ont bombardé pendant 6 mois la Libye, ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel, qui peut encore douter que l'attaque qui a eu lieu à Bamako fait partie du même style d'attaque que celle que nous avons vue à Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024, où étaient clairement associés Al-Qaïda, l'État islamique, l'armée ukrainienne, c'est-à-dire l'OTAN, avec la complaisance, bien sûr, du régime algérien d'Abdelmajid Tebboune, la complaisance du régime sénégalais de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui héberge toujours actuellement un ambassadeur d'Ukraine qui a ouvertement revendiqué la participation de son pays au massacre des soldats du Mali. Qui d'entre vous continue à douter que c'est la même déstabilisation continentale que l'Afrique connaît par le fait de l'OTAN depuis 2011 et que c'est elle qui se poursuit maintenant de manière ouverte? Hier, j'ai donné une conférence sur l'unification des forces impérialistes. Et je vous ai bien expliqué que désormais, il n'est même plus possible de cacher le jeu de ceux qui attaquent l'Afrique. Ils se sont affichés à Tinzaouaten. À travers les propos de Wassim Nasr, ils s'affichent à Bamako. Ils se sont affichés dans leur attaque sauvage et barbare contre la Libye avec des motifs fallacieux. La démocratie, les droits de l'homme, qui finalement ne se sont pas avérés puisque les emails de Madame Hillary Clinton ont permis de savoir qu'ils avaient attaqué la Libye pour empêcher Kadhafi de créer la monnaie continentale africaine qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA sur les économies africaines. Voyez-vous comment les choses sont claires maintenant pour les Africains?
et qu'il faut une lâcheté extraordinaire pour ne pas reconnaître que c'est une déstabilisation pensée par l'alliance militaro-politique occidentale que le continent africain subit. Que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois asiatique, que tu sois latino-américain, avec la masse d'informations maintenant qui sont à la disposition des millions de citoyens, des dizaines de millions et même des centaines de millions de citoyens du monde, c'est la même déstabilisation. Partie du saccage de la Libye, du vacillement des États sahéliens, c'est cette déstabilisation qui se poursuit sous nos yeux. Et le comportement de Wassim Nasr vient nous rappeler étrangement celui de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Wassim Nasr, en réalité, accompagne et aide les terroristes qui ont attaqué le Mali à faire écho de leurs crimes. Mais il y a mieux. Wassim Nasr et Serge Daniel et Marwan Ben Yamed notamment passent encore leur temps à appeler ceux qui attaquent l'Afrique des djihadistes. Ils sont les seuls à les appeler djihadistes. Les Africaines et les Africains avertis savent que l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. L'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. Ce n'est pas une guerre sainte qui est menée contre l'Afrique. Ce n'est pas une guerre religieuse. Les terroristes là sont des mercenaires qui ont été, dès la Libye, armés par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique. Ce sont des mercenaires impérialistes et néocolonialistes qui attaquent l'Afrique. Le concept de djihadiste ne passe plus. Les Africains ne croient plus qu'on vienne tuer des musulmans pour les forcer à être musulmans. Ce n'est pas possible. C'est du terrorisme à finalité néocolonialiste, à finalité impérialiste. L'enjeu, c'est le contrôle des richesses de l'Afrique. C'est tout. Donc, vous reconnaîtrez dans les éléments de langage de ce Wassim Nasr, de ce Marwan Ben Yamed, de ce Serge Daniel, tout le narratif qui s'est effondré. Parce qu'ils ont perdu, justement, ce qu'ils appellent eux-mêmes la guerre informationnelle. Leurs mensonges ne passent plus. Non, l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. Il n'y a pas de guerre de l'islam contre les Africains. Ceux qui attaquent les Africains ne sont pas des musulmans. Ce sont des bandits, des mercenaires qui ont été enrôlés par des puissances néocolonialistes et impérialistes otaniennes depuis 2011 et qui sont armés et financés par elles. Voilà la vérité. Et nous devons cela aux peuples africains en souffrance. Nous devons répandre cette vérité partout. L'Amérique doit le savoir. L'Europe doit le savoir. L'Asie doit le savoir. L'Amérique latine doit le savoir. L'océan Atlantique doit le savoir. L'océan Indien doit savoir que les Africains savent que c'est la grande déstabilisation otanienne de 2011, partie de Libye qui se poursuit jusqu'au Mozambique. C'est la même déstabilisation. C'est le même programme qui s'applique même aujourd'hui à la République démocratique du Congo. C'est le même programme. L'ordre par le chaos. Le capitalisme du désastre, qu'a si bien théorisé dans son beau livre Naomi Klein. Voilà. Et c'est ce premier sujet que je voulais traiter en guise vraiment de contribution à la lutte du peuple africain du Mali, de tous les peuples africains contre le terrorisme. Alors, cette attaque met le peuple malien et le peuple africain en général face à ses responsabilités. La société civile, la société politique du Mali doivent montrer une fois de plus leur unité face à l'adversité. Autour des autorités, autour de l'armée, autour du président Assimi Goïta, des mobilisations exceptionnelles doivent avoir lieu dans les prochains jours pour rappeler un message ferme aux terroristes, un message ferme aux puissances néocolonialistes et impérialistes, à savoir que la révolution malienne, la révolution panafricaniste, la révolution de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sont invincibles. Il faut que la société civile et la société politique du Mali, la société civile, la société politique de l'AES, il faut que les sociétés civiles africaines, dans les prochains jours, se mobilisent massivement pour le retrait total des troupes de l'OTAN du sol africain. Car c'est la présence des bases militaires de l'OTAN qui est la source fondamentale de la déstabilisation du continent africain. J'espère que vous commencez à comprendre pourquoi j'ai dit hier
que la grande pétition et les grandes mobilisations qui doivent commencer sur tout le continent concernent toutes les bases de l'OTAN. Car en fait, l'OTAN est le parapluie géostratégique, géopolitique de la déstabilisation africaine. C'est à l'intérieur de ce parapluie qu'opère le néocolonialisme français. C'est à l'intérieur de ce parapluie qu'opèrent les groupes terroristes. Il nous faut nommer le chat comme étant le chat. L'Afrique ne veut plus de base militaire de l'OTAN sur son sol. On voit l'empressement avec lequel ils quittent le Niger et sont en train de nicher en Côte d'Ivoire, alors qu'on leur a demandé de rentrer aux États-Unis. Go back home. American troops, go back home in America. There are no African troops in America. America is not under occupation of any kind of African troops. There are no African troops in Europe. There are no African troops in Asia. There are no African troops in Latin America. So, remove all your troops from the African soil now, NATO. Go home. Go back in the northern part of the Atlantic Ocean. You have no place on our native continent, Africa. Vous comprenez pourquoi des grandes mobilisations panafricanistes continentales s'imposent? Parce que vous voyez très bien que c'est la même déstabilisation. Alors que le peuple malien, mon peuple africain du Mali, qui le 14 janvier 2022 a donné une leçon et un réveil à toute l'Afrique, que ce peuple, société civile et politique, rassemblé comme un seul homme, autour des forces armées du Mali, en lutte ce soir, partout sur le territoire national, que ce peuple, rassemblé comme un seul homme, autour du CNT, que ce peuple rassemblé comme un seul homme, autour du président Assimi Goïta, donne encore à voir à l'Afrique qu'il est un peuple ancien, un peuple éveillé, un peuple profond. Des attaques comme celles que nous voyons là à Bamako prospèrent parce que certains politiciens ont recommencé les manœuvres de division. Alors que le pays est confronté à une grande déstabilisation continentale qui le vise parce qu'il est un foyer d'éveil, certains en sont à leur petit calcul pour leur carrière politique personnelle. C'est dans cette baisse de vigilance que le pays est attaquable. Maliennes, Maliens, Africaines, Africains, dès lors que nous avons des autorités qui servent l'intérêt commun, privilégions la paix, la sécurité, le progrès de tous aux carrières personnelles que certains envisagent comme étant des droits narcissiques que nos pays, nos peuples leur devraient. Le pays ne doit à personne un poste. Le pays ne doit à personne un poste. Et quand ceux qui sont en poste font le travail du pays, on doit avoir l'humilité et la grandeur de les accompagner, sans fioriture, sans hésitation. Quand de véritables serviteurs du pays sont en poste, il faut les soutenir. C'est un devoir moral, c'est un devoir spirituel, c'est un devoir impératif. Au sens qu'ancien, c'est un impératif catégorique. Lorsque ceux qui dirigent le pays le dirigent pour notre bien commun, c'est notre plus strict devoir de les soutenir et d'agir à leur côté comme un seul homme. Je faisais remarquer au Burkina Faso, ceux qui veulent à tout prix renverser le président Ibrahim Traoré, quel projet alternatif ont-ils pour le Burkina Faso qui soit meilleur que celui que le président Traoré, Sankara II, est en train de mettre en œuvre? Zéro projet. On a écouté des bandes audio des derniers putschistes néocolonisés, les putschistes de style damibien au Burkina. N'avez-vous pas été frappé par l'absence de vision, l'absence de projet politique? Leur seul objectif, c'est ôte-toi de là que je m'y mette. Quand vous regardez ce qui se passe au Niger, où le président Tchani réduit de 50% le coût des soins médicaux dans les hôpitaux publics, mais quelle autre politique meilleure que la sienne peut être menée pour qu'on pense que un soi-disant mouvement de rébellion soutenu par la France-Afrique est mieux placé pour le remplacer? Quelle autre politique est meilleure que celle de la souveraineté, celle du bien du peuple au Niger? Donc, il ne suffit pas simplement de vouloir être président. Encore faut-il vouloir l'être pour faire mieux.
Or, quand celui qui est là fait mieux, mais il faut l'accompagner, il faut le soutenir par humilité, par reconnaissance et par gratitude. Puisqu'il fait le travail que tu ne peux pas faire mieux que lui. Cette attaque n'a pas lieu par hasard. Elle a lieu au moment où le président Assimi Goïta préside la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. On tente à tout prix d'entacher son mandat à la tête de la Confédération pour fragiliser toute l'espérance révolutionnaire panafricaniste africaine. C'est une attaque contre toute l'Afrique. Et tout Africain honnêtement éveillé, tout Africain sérieux, sait qu'il faut soutenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme la prunelle de nos yeux, car c'est le fer de lance de la lutte de redressement de notre continent. Et c'est le fer de lance de la respectabilité des Africains dans le monde. On nous respecte de mieux en mieux dans le monde quand on pense à ce qu'ont fait ces dernières années nos peuples, nos armées, nos dirigeants au Mali, au Burkina et au Niger. On nous prend au sérieux là. Je tiens à vous prévenir qu'on prend les Africains au sérieux. Il y a des gens ici qui me prenaient, comme on dit à Abidjan, ça ne fait rien. Mais depuis que des choses que j'ai dites se sont réalisées au Sahel, ils nous prennent au sérieux. Et c'est ce qui nous vaut, entre autres, les persécutions que le dictateur Macron croit pouvoir nous infliger. Mais parce que avant, quand nous parlions, on ne nous écoutait pas. Quand nous parlions, les choses dont nous parlions, les gens ne faisaient pas attention au fait que ces choses se réalisaient. Maintenant que vous nous faites l'honneur et la reconnaissance de nous écouter et de participer avec nous à la réalisation de l'histoire africaine, sachez qu'ensemble, nous, Africains de la planète tout entière, nous sommes en train de nous faire respecter. Hein? On se fait respecter actuellement des... Ah oui, hein? On ne joue pas avec les Africains actuellement. Hein? Surtout avec les œuvres qui sont accomplies par nos peuples, nos dirigeants, nos armées au Sahel, on nous prend très au sérieux. Donc prenons-nous au sérieux. Ne laissons pas prospérer des querelles intestines, de la méfiance intestine inutile, du fait de personnes qui sont pressées de réaliser des carrières politiques personnelles alors que le pays a un problème séculaire. Le pays a un problème séculaire. Le continent africain a un problème séculaire. Ne doivent monter en leadership que ceux qui ont mieux à faire que ceux qui sont là. Donc, ce sont les satrapes de la France-Afrique qui doivent tomber. Ils doivent tomber, c'est prioritaire. Avant les dirigeants des transitions révolutionnaires, l'Afrique doit être débarrassée des despotes nègres. Ce sont eux qui doivent tomber. Ce ne sont pas les leaders révolutionnaires panafricanistes qui sont au service de leur peuple, qui n'ont pas volé l'argent public africain pour venir le cacher dans des paradis fiscaux en Suisse, les paradis fiscaux au Luxembourg, les paradis fiscaux au Moyen-Orient, les paradis fiscaux dans les îles Caïmans et consorts. Ces dirigeants qui ont tout ce qui est à eux, chez eux à Bamako, chez eux à Niamey, chez eux à Ouagadougou, ceux-là sont la prunelle de nos yeux. Nous nous mordrions les doigts de laisser l'ennemi les atteindre, car ce sera nous-mêmes qui ainsi nous infligerions un retard dans la grande bataille de l'émancipation continentale. Donc, attention, attention, attention. Il n'y a pas de sécurité 100%. Il n'y aura jamais de disparition totale du terrorisme sur cette planète. Le terrorisme a toujours été employé par des puissances pour faire avancer leurs intérêts. Ce sera toujours le cas. Il faudra être alerte et lutter. Attention à l'instrumentalisation du tribalisme pour nous amener à nous entretuer et ainsi nous affaiblir et mieux nous attaquer dans la foulée. Attention à l'instrumentalisation des religions, l'instrumentalisation du régionalisme. Attention au carriérisme politique, aux gens assoiffés de postes, aux gens qui sont prêts à tout pour devenir président, même si le pays brûle, pour qu'on dise que eux ils ont été présidents. Attention, on ne doit vouloir devenir président que si ce qu'on a à faire est meilleur que ce que font ceux qui sont là.
quand tu regardes objectivement les efforts que le président Goïta a fournis à la tête du Mali, toi, tu vas faire quoi de mieux en un temps aussi record? Quand tu regardes les efforts que le président Traoré a fait réaliser à l'État burkinabé, toi, qu'est-ce que tu vas faire d'extraordinaire qui dépasse ça dans ces conditions? Quand tu regardes ce que le président Abdourahmane Tiani, en moins d'1 an, a accompli, déloger les troupes néocolonialistes françaises, déloger les troupes impérialistes américaines du sol nigérien. Combien de présidents l'ont fait avant lui, alors qu'ils avaient 20 ans d'exercice du pouvoir? Donc nous devons faire preuve d'humilité, de sincérité, d'honnêteté, de reconnaissance, de gratitude, de fidélité, de loyauté, de combativité envers les 3 étoiles polaires du Sahel. Je tenais à donner ce message. Et je compte sur notre peuple au Mali pour que dans les prochains jours, des mobilisations monumentales viennent rappeler la fusion, l'osmose, la communion entre le peuple, l'armée et le chef. Maliennes, Maliens, vous, mes amis, du grain du fleuve, à Bamako, faites circuler ce message dans toutes les langues. L'Afrique attend de sa patrie malienne une grande mobilisation solidaire autour de son armée, autour de son chef, pour rappeler à ceux qui rêvent de se glisser dans des fissures imaginaires pour retarder la révolution africaine, il faut les décourager. Il faut leur montrer que les Maliennes et les Maliens, eh bien, sont prêts et qu'ils sont à l'avant-garde de l'Afrique. C'est ce qu'ils sont. Donc vraiment, nous comptons sur vous. Et nous sommes avec vous. Moi, je suis un fils du Mali. J'ai passé presque tout le mois d'août avec ma famille au Mali. Donc les événements dont je parle pouvaient avoir lieu pendant que je suis là. Je n'étais même pas logé loin du camp de la gendarmerie qui a été attaqué. Oui. Je suis un fils de ce pays. Et parfois, il m'est arrivé d'être dans ce pays et de vivre des événements exceptionnels. En 2012, quand je venais enseigner à l'université catholique, eh bien, le conflit entre le camp des bérets rouges, les paracommandos de Djikoroni, et le camp des bérets verts, ce conflit a éclaté pendant que j'étais là. J'ai assisté de la fenêtre de mon hôtel à des combats de rue entre des militaires montés sur des motos et qui se tiraient dessus. J'ai vécu quelques-unes des heures les plus dures de l'histoire malienne. Et je vois ce pays venir de loin. Je vois ce pays reprendre confiance en sa grande histoire et montrer le chemin aux Africains. Ensemble, aidons le Mali à réussir. Car la réussite du Mali est celle de tout le continent. C'est l'un des rares pays qui, dans sa constitution, continue à dire qu'il est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Il n'y a pas beaucoup de pays. Et c'est parce qu'ils voient l'Alliance des États du Sahel à pas de géant qui est en train de faire le passeport biométrique sahélien, qui va progressivement vers la monnaie souveraine du Sahel, qui est en train d'aller vers l'armée intégrée du Sahel, qui est en train d'aller vers la fédération du Sahel, qui est en train de créer la banque d'investissement du Sahel, qui est en train de créer la chaîne de télévision unitaire du Sahel. C'est parce qu'ils voient les grands pas qui s'accomplissent par les présidents Goïta, Tiani et Traoré qu'ils se hâtent de vouloir porter des estocades sévères. Et je n'ai pas encore confirmé ce renseignement. Il se dit même que cette fois-ci, en tentant d'attaquer le Mali ce matin, ils ont utilisé des drones. Je recouperai cette information avant de la confirmer, mais il se dit que cette fois-ci, à Bamako, pour attaquer, ils ont utilisé des drones. Ce qui vous confirme ce que le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, a toujours rappelé. Ce que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a toujours rappelé. Les terroristes que vous voyez là ont des sponsors étatiques. Les sponsors étatiques. Il faut qu'ils aient des sponsors étatiques pour qu'ils puissent attaquer avec des drones. Car les drones sont pilotés, entre autres, par des satellites. Les drones sont pilotés par des moyens informatiques qui ne peuvent pas être le fait de simples bandits analphabètes, illettrés et tarés du
du Sahel. Donc, si on a une confirmation que l'attaque de Bamako a été faite, y compris par des drones, ça vient de toutes les façons compléter les analyses que je vous avais faites. De toutes les façons, on aura affaire à des attaques de drones. Parce qu'au sol, ils sont faibles. Voilà pourquoi ils ont été copieusement matés ce matin à Bamako. Mais ils avaient été matés de la même façon en juillet 2022. Je suis parti de Bamako le 21 juillet 2022, le 22 juillet 2022, et dans la même nuit matinale, ils attaquaient. Ils attaquaient la résidence du président Assimi Goïta à Kati. Il est à peu près certain que la plupart de ceux qui ont mené cette opération y ont laissé leur vie. Donc, les terroristes et leurs sponsors étatiques sont obligés d'utiliser des drones dans les prochaines batailles, parce qu'ils ne sont pas capables d'affronter l'infanterie malienne. Le corps à corps leur est toujours fatal. Il faut donc vous attendre à ce qu'il y ait une sophistication des attaques. J'ai cru entendre dans le compte rendu du général Oumar Diarra que l'attaque était complexe. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot complexe? Mais il y a l'idée qu'ils ont utilisé des moyens qu'ils n'utilisent pas souvent. Et peut-être donc des drones. Ça, je le dis sous réserve, je ne peux pas encore le confirmer, qu'ils ont utilisé des drones. Mais j'entends le général Diarra utiliser l'expression « nous avons été victimes d'une attaque complexe ». Si elle est complexe, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des vecteurs aériens. Parce que la complexité au sol des terroristes, c'est rien du tout. L'armée malienne aujourd'hui, elle est tellement aguerrie qu'au sol, les terroristes, elle les nettoie. Elle en fait une bouchée au sol. Ils ne viennent au sol que s'ils ont des chances d'appui aérien. C'est-à-dire que s'ils peuvent faire des premiers bombardements pour disperser le dispositif malien au sol. C'est dans ces conditions qu'ils peuvent mener une attaque avec quelques chances de surprise. Donc il faut faire l'hypothèse que dans l'attaque qu'ils ont menée ce matin, ils ont été fortement assistés sur le plan technologique par leurs sponsors. Les mêmes avec lesquels ils ont attaqué la Libye. Ils l'ont bombardé pendant 6 mois avant d'assassiner Kadhafi. Les mêmes, parce que c'est la même opération qui se poursuit. C'est une dynamique nord-sud. Ils sont partis de la Libye et ils ont l'ambition d'arriver sur le golfe de Guinée. Ils veulent contrôler les richesses de l'Iptako-Gourma, contrôler les richesses du golfe de Guinée, contrôler les richesses du bassin du Congo, contrôler les richesses de la zone du Zambèze et ensuite mettre le grappin sur les réserves minières sud-africaines. Et puis le tour est joué. À ce moment-là, les Africains n'auront plus qu'à être essentiellement des exilés, si ce n'est à travers l'Afrique, du moins en dehors. Et ils auront atteint le fameux rêve de Foster, selon lequel l'Afrique serait un paradis pour les racistes occidentaux, lorsqu'elle serait débarrassée de tous les Africains. Ce sont les mots de Foster. Foster l'a dit, l'Afrique, a-t-il prétendu, sera le paradis de l'homme blanc lorsqu'elle aura été débarrassée des Africains. Cette opération de l'OTAN n'est rien d'autre qu'une façon de chasser les Africains d'Afrique. C'est une manière de déloger les Africains. Regardez les peuples qui ont été déplacés dans tout le Sahel. On déloge les Africains d'Afrique dans le but d'exploiter les richesses qu'ils ont dans leur sous-sol, dans leur terroir. On envoie les terroristes pour les faire fuir et ensuite les multinationales vont venir racler les richesses. Les Africains le savent maintenant et il ne sert à rien de flinguer pour ainsi dire. Les messagers, nous sommes maintenant des centaines de milliers de messagers, des millions qui savons cela. Vous ne pouvez pas effacer la vérité. Elle est déjà dite. Elle est sûre. Alors, retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.